Oh, regarde là dans le ciel, tu vois cette traînée blanche? On appelle ça une traînée de condensation ou traînée de vapeur, et c'est une sorte de nuage artificiel qu'un avion produit en volant. Là-haut, l'atmosphère a une pression de vapeur et une température beaucoup plus basse que le gaz chaud émis par les moteurs d'un avion. Le gaz chaud et l'air froid se mélangent et gèlent, transformant le gaz en minuscules gouttelettes d'eau, et ce sont elles qui créent les traînées de condensation. Tu peux déterminer la météo en fonction de l'aspect de ces traînées. Si elles sont fines et courtes, cela veut dire qu'il fait beau et que le taux d'humidité est faible. Mais si les traînées sont épaisses et longues, c'est que le taux d'humidité est fort et c'est peut-être le signe qu'un orage se prépare. Parfois, les traînées de condensation peuvent même être colorées. Les gouttelettes d'eau qui se forment dans l'atmosphère peuvent geler à des tailles différentes. Ainsi, elles reflètent la lumière du soleil à différentes longueurs d'onde, ce qui provoque un effet arc-en-ciel. Lorsque les couleurs se mélangent, le tout apparaît blanc. C'est la couleur d'une traînée de condensation ordinaire. Sais-tu qu'il y a de tout petits triangles noirs au-dessus de certains hublots dans les avions? Ces triangles indiquent les sièges qui ont la meilleure vue sur les ailes de l'avion. Les membres d'équipage s'en servent pour trouver le bon endroit le plus rapidement possible s'ils doivent inspecter les moteurs, les becs ou les volets en cas d'urgence. Ainsi, ces petits triangles font gagner beaucoup de temps à l'équipage d'un avion. Le hublot d'un avion est composé de 3 vitres en plexiglas. Le minuscule trou que tu as probablement déjà remarqué ne se trouve que dans la vitre du milieu. Il est là pour réguler l'énorme différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la cabine. Grâce à lui, la vitre extérieure peut supporter la charge. Si la vitre extérieure se casse, celle du milieu, même si elle est percée d'un trou, protégera la cabine. Ces petits trous empêchent aussi les hublots de s'embuer. Les avions ne décollent pas avec le vent, mais en réalité contre lui. Représente-toi un avion comme un cerf-volant. Pour faire voler un cerf-volant, tu le lances contre le vent, et le voilà parti. C'est parce qu'il existe 4 forces de vol: la portance, le poids, la poussée et la traînée. La portance est générée lorsque la vitesse de l'air est plus élevée au-dessus du cerf-volant qu'au-dessous. Ainsi, la pression au-dessous est plus élevée que la pression au-dessus, et le cerf-volant est poussé vers le haut, c'est la force de portance. Il y a aussi une force opposée, la force générée par la gravité qui tire un objet vers le bas. Celle-là s'appelle le poids. La poussée est la force qui pousse un objet vers l'avant. Dans le cas d'un cerf-volant, elle est générée par la corde, le vent et le mouvement vers l'avant que tu crées en te déplaçant. Dans le cas d'un avion, la force de poussée est générée par les moteurs. Enfin, la traînée est la force opposée à la poussée. Ainsi, pour lancer un cerf-volant dans les airs, la force de portance doit être supérieure à la force de poids. Ensuite, pour rester en l'air, les 4 forces doivent être équilibrées. La portance doit être égale au poids et la poussée doit être égale à la traînée. Un avion a besoin d'un flux d'air sur ses ailes pour voler. Ce flux d'air n'est pas généré par les moteurs de l'avion, mais par le vent. Plus le flux d'air est fort, plus la portance est grande. Aller contre le vent augmente le flux d'air sur les ailes de l'avion, ce qui lui donne plus de portance et lui permet d'atteindre une altitude plus élevée en moins de temps, car il décollera selon un angle plus important. Cela fonctionne de la même manière pour l'atterrissage. Atterrir contre le vent permet à un pilote de descendre plus rapidement et sur une plus petite distance. Le flux d'air et la force de portance sont responsables des turbulences. La direction et la vitesse du vent et du flux d'air ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent changer assez rapidement, parfois une centaine de fois par seconde. Donc à un moment donné, il y a plus de portance et à un autre moment, il y en a moins et l'avion tremble. C'est ce qu'on appelle les turbulences. Ce n'est pas du tout dangereux. Cela signifie simplement que tu voles dans une zone de vent très inconstant. Et c'est tout. C'est à l'arrière d'un avion qu'on sent le plus les turbulences. Alors si tu en as peur, essaie de ne pas t'asseoir là. Les avions de ligne volent à une altitude d'environ 11 000 mètres. Ils voyagent à cette hauteur pour plus d'efficacité. Là-haut, l'air est moins dense, il y a donc moins de résistance, et un avion peut voler plus vite et consommer moins de carburant. Voler dans la basse stratosphère permet aussi d'éviter les oiseaux et les phénomènes météorologiques comme la pluie et les nuages, ainsi que les turbulences. Les hautes altitudes sont efficaces, mais nous serions incapables d'y survivre. Les avions sont donc conçus de manière à ce que leurs formes soutiennent leur structure interne. Les hublots doivent être aussi solides que possible afin de ne pas éclater. Un angle étant un point faible pour une vitre, une fenêtre carrée signifie qu'il y a 4 points faibles. Et ce genre de fenêtre se briserait facilement à haute altitude. C'est pourquoi les hublots des avions sont ronds. De cette façon, la pression est répartie uniformément sur toute la surface de la vitre et il y a moins de risques qu'elle se brise.
Les premiers avions étaient en général peints de couleurs métalliques ou chromées. Aujourd'hui, ils sont surtout peints en blanc, et il y a une raison à cela aussi. Les couleurs absorbent la lumière. Si tu sors habillé en noir par une journée chaude, tes vêtements vont absorber la lumière et tu auras encore plus chaud. La couleur blanche reflète la lumière, donc peindre un avion en blanc signifie qu'il chauffera le moins possible et sera moins susceptible d'être endommagé par le rayonnement solaire. De plus, toute autre couleur passerait avec le temps à cause de son exposition constante à la lumière du soleil. Les avions blancs restent donc physiquement attrayants plus longtemps, et le blanc permet de repérer plus facilement tout dommage sur un avion. Si tu as déjà pris un vol de nuit, tu as peut-être remarqué ces lumières clignotantes sur les ailes de l'avion. Il en existe différents types. Celles qui sont rouges et vertes au bout des ailes s'appellent les feux de navigation. La troisième est blanche et se trouve à l'extrémité de l'appareil. Du point de vue du pilote, le feu de droite est vert et celui de gauche est rouge. Elles sont visibles par le pilote avec un angle de 110 degrés. La lumière blanche à l'extrémité de l'avion est visible avec un angle centré de 140 degrés. Donc ensemble, elles forment un cercle complet de 360 degrés. Ces lumières permettent aux pilotes et aux autres avions de déterminer dans quelle direction l'avion vole. Si un pilote voit du vert sur la droite et du rouge sur la gauche, les avions vont dans la même direction. Si le rouge est à droite et le vert à gauche, alors les avions vont dans des directions opposées. Mais ne t'inquiète pas, même si deux avions se font face, ils n'entreront pas en collision. L'espace aérien est tridimensionnel et les avions volent à différentes altitudes. Le trafic aérien est géré par des répartiteurs qui surveillent les avions et s'assurent qu'ils gardent une distance d'au moins 300 mètres les uns des autres. Il existe aussi des réglementations sur les niveaux de vol. Tous les avions en direction de l'ouest volent à des altitudes paires, par exemple 34 000 pieds, soit 10 300 mètres, ou encore 36 000 pieds, soit 11 000 mètres. Tous les avions en direction de l'est volent à des altitudes impaires, par exemple 35 000 pieds, soit 10 700 mètres, ou 37 000 pieds, soit 11 200 mètres. Cela signifie aussi qu'il y a toujours quelques milliers de pieds entre les avions qui volent dans la même direction. Pour se partager le ciel en toute sécurité, chaque avion doit suivre sa propre voie aérienne qui porte même un nom. En cas d'urgence, les avions n'ont pas de parachute. Ils ne transportent que des masques à oxygène, des gilets de sauvetage et des bateaux qu'on utilise si l'avion doit atterrir sur l'eau. On pourrait penser que des parachutes sauveraient de nombreuses vies, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Tout d'abord, les avoir à bord n'est pas du tout pratique. Ils sont coûteux et lourds, ce qui signifie que l'avion devrait consommer plus de carburant. Cela serait justifié si les parachutes étaient vraiment d'une grande aide, mais ils ne le sont pas. Les avions de ligne ne sont pas conçus pour qu'on puisse en sauter, surtout lorsqu'il y a 200 personnes à bord. Ensuite, les passagers n'ont pas été formés à utiliser un parachute. En cas de véritable urgence, 200 personnes enfilant un parachute pour la première fois de leur vie, cela créerait un désordre incroyable et ne serait d'aucun secours. Enfin, il est dangereux de sauter à la très haute altitude où volent les avions. Alors non, sauter en parachute d'un avion de ligne n'est vraiment pas une bonne idée.